Vous êtes sur RTI 1, voici les titres de cette édition. Nous commencerons par le forum organisé la semaine dernière par la CAPEC, la cellule d'analyse de la politique économique du CIRES, un forum qui s'est déroulé pour tenter de proposer des solutions aux problèmes d'inégalité et d'emploi en Côte d'Ivoire. On en parle dans 2 minutes avec Jean-Jacques Kwameala. Nous parlerons aussi santé dans ce 13h. L'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire ont décidé de suspendre leur décision d'augmenter des tarifs de soins. L'annonce a été faite cette semaine, un soulagement pour les malades. Ils totalisent à eux deux plus de 15% des suffrages du premier tour de la présidentielle au Mali. Mais en ce dernier jour de campagne, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement 3e et 4e lors du premier tour du scrutin, n'ont pas donné de consigne de vote pour le second tour ce dimanche. Nous sommes le 11 août 2018. Bonjour et bienvenue. Politique d'emploi et réduction des inégalités en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour l'émergence? Cette question, les participants au forum organisé la semaine dernière par la CAPEC, la cellule d'analyse de la politique économique du CIRES, se la sont posées. Il s'agissait de proposer des solutions aux problèmes d'inégalité et d'emploi en Côte d'Ivoire. C'était dans la commune du Plateau en présence de notre reporter Jean-Jacques Kwameala. 4 communications ont été prononcées au cours de ce forum. Les conférenciers sont unanimes. La Côte d'Ivoire, depuis 2011, a enregistré un taux de croissance entre 8 et 9%. Cette embellie économique n'a pas permis de juguler le chômage et la pauvreté, créant des inégalités. Pour les conférenciers, si le pays veut aller à l'émergence, il faut rehausser la contribution du secteur privé dans l'économie, estimée en 2017 à environ 12% contre 25% dans les pays émergents. Cela passe par des réformes au niveau de l'environnement des affaires et surtout une meilleure adéquation dans la formation, compétences et emploi. Si on veut trouver du travail aux jeunes diplômés, il faut une transformation structurelle de l'économie. À commencer d'abord par le secteur agricole où des experts manquent sur le marché du travail. Et au titre de ces compétences-là, nous avons des experts en agriculture qui manquent, alors que la Côte d'Ivoire est un pays potentiellement agricole. C'est l'amélioration de l'environnement des affaires qui permet d'attirer beaucoup plus d'investissements et de capitaux afin de financer le développement, de créer des structures, de créer des entreprises et de créer des emplois, de distribuer des revenus et de favoriser la réduction des inégalités. Ouvrant les travaux du forum, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a félicité les initiateurs de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du PND, Plan national de développement, période 2016-2020. Il a invité les chercheurs et enseignants à la prudence face aux rapports et statistiques sur l'emploi en Côte d'Ivoire. La problématique de l'inégalité reste complexe du fait de la diversité des sources et des supports d'appréciation. Cependant, avec les efforts du gouvernement, notamment dans la mise en œuvre du PND, les inégalités dans de nombreuses dimensions sont en baisse depuis 2012. Ce forum a été financé par la Banque africaine de développement BAD à travers la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF. Les conclusions de ce forum sur la politique de l'emploi et la réduction des inégalités en Côte d'Ivoire, quelles stratégies pour l'émergence seront remises au gouvernement. La passation des charges entre le président sortant de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Coulibaly Nonkarna, et son successeur, Coulibaly Yacouba Penagnaba, s'est déroulée mercredi dernier sous les auspices du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Coulibaly Nonkarna a transmis à son remplaçant les documents sur les grands chantiers en cours ou déjà réalisés par l'ANRMP depuis sa création. Le président entrant, lui, s'engage à travailler avec rigueur pour que la bonne gouvernance demeure dans le processus de passation des marchés publics. Alvora Sakwame. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, depuis quelques années, fait partie du quotidien des Ivoiriens, des hommes d'affaires et des entreprises tant ivoiriennes qu'internationales.
Cette structure, qui a commencé à fonctionner effectivement à partir de 2011, a un siège en propre. Elle a organisé 178 séminaires et conférences, formé plus de 8000 personnes dans le domaine des marchés publics et surtout rendu 240 décisions avec l'exclusion de 38 entreprises reconnues coupables de manœuvres frauduleuses pour 2 ans et de toute participation au marché public. La NRNP a fait des dons de véhicules aux cellules de passation des marchés publics de plusieurs ministères et à la direction des marchés publics. Bref, ce sont ces actions qui ont été saluées par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, qui a, au nom du président Alassane Ouattara, supervisé le passage de témoins entre le conseil sortant de la NRNP, présidé par Coulibaly Nonkarna, et le nouveau conseil de l'autorité nationale de régulation des marchés publics présidé par Coulibaly Yacouba. La vision du chef de l'État, la stratégie qui a été mise en œuvre, le programme, ont été exécutés par l'équipe en place de façon exemplaire et nous avons saisi l'opportunité pour les féliciter. Mais également, la nouvelle équipe qui vient est une équipe pétrie d'expérience pour laquelle nous n'avons aucun doute. Coulibaly Nonkarna dit être heureux de passer les charges de la NRNP à Coulibaly Yacouba, qui va apporter un nouveau dynamisme dans la régulation des marchés publics. Pour tout organe de bonne gouvernance, le renouvellement est source de vitalité. Les 12 membres du Conseil entrants sont autant que les premiers, issus de la nation dans toutes ses composantes. Ils sont également tous mis en mission, mais au service de la nation. Pour Coulibaly Yacouba, qui connaît la maison à NRNP pour y avoir passé quelques années, et c'est un nouveau challenge et le défi sera relevé avec l'ensemble du personnel, des experts ivoiriens dans le domaine de passation des marchés publics. Il s'agira pour nous de prendre toutes les dispositions à travers un plan d'action stratégique que le Conseil adoptera et poursuivre les grands chantiers également que l'équipe sortante a laissés. Coulibaly Yacouba de soutenir par ailleurs que la NRNP sera toujours au rendez-vous selon les exigences de la Banque mondiale pour veiller à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Parlons à présent entrepreneuriat féminin pour être plus précis. Après la mise en place du dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises par la BCAO, Félix Anoblé, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a assisté au lancement de la caravane de formation des acteurs du secteur. Il s'agit d'une caravane orientée principalement vers la promotion du genre et l'entrepreneuriat féminin qui permettra de renforcer les capacités d'environ 100 000 femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette caravane de formation à l'entrepreneuriat initiée par la Fédération ivoirienne des PME vise à faciliter l'autonomisation des femmes dans différents domaines d'activité de la vie socio-économique. Élément clé de cette formation, le montage de plans d'affaires, l'éducation financière et les critères d'accessibilité aux différentes ressources financières disponibles. Ce que nous avons appelé la journée de la femme, du financement de la femme à Abidjan, nous avons été dépassés, M. le ministre, par l'engouement que cette journée avait présenté. Et tout cela nous a montré à quel point le sujet était pertinent et à quel point les femmes y étaient sensibles. La grande tournée qui s'étalera jusqu'en 2020 avec des périodes d'évaluation et de recadrage prendra en compte au moins 100 000 femmes issues des 31 régions de Côte d'Ivoire. La volonté que nous avons, c'est de faire en sorte que nous puissions voir véritablement les PME être le moteur véritable de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est un challenge pour nous et nous voulons réussir ce challenge. Ce lancement a également été l'occasion d'installer un organe consultatif dénommé Collège de la Caravane. Son rôle, chapeauter et superviser la tournée, soutenue notamment par le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'eau potable pour tous. L'accès à l'eau potable est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Depuis quelques semaines, un ministère est exclusivement dédié à la question. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a visité récemment l'Office national de l'eau potable. Une visite pour échanger, pour s'imprégner également des réalités et des conditions de travail à l'Office. Explication en images.
Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en visite dans les locaux de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le ministre n'y est pas un territoire inconnu. Cadre du secteur de l'eau, il a connaissance des défis à relever. Il est bon que je visite la structure centrale, n'est-ce pas, du ministère, qui a la responsabilité de faire le suivi, qui fait le contrôle et l'évaluation. Aujourd'hui, de plus en plus, la Côte d'Ivoire est obligée de se tourner vers de l'eau de surface. Mais donner de l'eau potable aux populations à partir de l'eau de surface coûte cher parce que si on ne fait pas beaucoup attention, on peut contaminer facilement la population. Assurer l'accès à l'eau potable sur tout le territoire, la mission de l'ONEP, le taux d'accès en zone urbaine est de 70% et de 60% en milieu rural pour plus de 700 milliards d'investissements. En dépit des efforts de l'État, la couverture en eau potable en Côte d'Ivoire n'est pas optimale. Démographie galopante, orpaillage, des freins relevés. Aujourd'hui, l'orpaillage est un problème puisque l'orpaillage se fait dans les rivières et les déchets que ceux qui exploitent l'or rejettent dans l'eau, nous qui utilisons cette eau pour donner de l'eau potable aux populations, nous devons prendre des dispositions draconiennes pour rassurer que l'eau que nous allons distribuer demeure potable. Donc nous sommes obligés, au travers de notre laboratoire, d'être stricts sur la potabilité de l'eau. Laurent Tchagba a aussi visité le laboratoire d'analyse et de contrôle qualité de l'eau de l'ONEP. L'ONEP, qui rappelons-le, a été créé en 1997. Reportage signé Franck Quadio. Voici une nouvelle qui devrait réjouir les populations. L'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire suspendent leur décision d'augmenter des tarifs de soins. Ils ont fait cette annonce cette semaine au sein même du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec Ami Sissoko, nous revenons sur ce qui avait suscité cette décision, les circonstances exactes et surtout les désagréments qui en ont découlé. La décision unilatérale d'augmentation des tarifs des actes médicaux dans les cliniques privées vient d'être suspendue par les acteurs mêmes de cette décision. Les organisations professionnelles, que sont l'ACPCI et le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, ont décidé de surseoir à l'application effective de la décision des nouveaux barèmes. Le 1er juillet dernier, l'ACPCI et le SINAMEPSI décident conjointement d'augmenter les tarifs d'exacts médicaux dans toutes les cliniques sur toute l'étendue du territoire. Une décision émanant de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en janvier dernier. Cette mesure entérinée par le Conseil de l'ordre des médecins fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mon fils avait mal à l'oreille. Je suis venue ici croyant qu'avec les 100%, même si je n'ai pas d'argent, je pouvais quand même faire la consultation. J'arrive, la dame me dit que non, que c'est maintenant, c'est passé à 11 000. Ce n'est plus 100%. Elle me dit non, que vous devez payer 11 000. Je n'ai pas pu soigner mon enfant. Je n'ai pas pu faire la consultation parce que je ne m'y attendais pas. À l'avenir, on aimerait bien que les assurances prennent la peine de contacter les clients ou les parents pour prévenir que voilà, les taux, les prix montent. Ça peut être un peu paralysant si on n'est pas sorti avec assez d'argent. L'association des cliniques privées n'a pas pris la peine de nous approcher, nous les mutualistes. Nous n'avons pas eu l'information. En fait, c'est à la date d'application de la mise en œuvre de la mesure que nos mutualistes se sont vus confrontés à ces nouvelles tarifications-là, sans qu'au préalable, nous, on ait été informés. La mutualité ivoirienne n'a pas été associée, encore moins informée. Et nous leur avons signifié notre désapprobation à cette méthode peu participative, peu inclusive, alors que nous sommes en partenariat. Les raisons de cette décision de revalorisation tarifaire selon l'ACPCI et le SINAMEPSI sont entre autres l'amélioration du plateau technique pour des soins de qualité, le coût élevé des intrants, la concurrence déloyale des cliniques illégales et l'insolvabilité des assurances ou mutuelles. En fait, il ne s'agit pas d'une augmentation. Il s'agit simplement de mettre en exécution les tarifs que nous avons décidés d'un commun accord depuis 1998. Ce n'est pas une augmentation parce que ces tarifs sont connus de tous. Ce dont on parle ici, c'est des honoraires des médecins. Depuis 20 ans, voici un corps de métier pour lequel on dit, voici l'honoraire qu'on doit te payer. Il ne peut pas avoir
accès à cet honoraire-là. Tout simplement parce que le payeur dit « je ne peux pas te payer ». C'est très difficile. L'application de cette mesure ne se fait pas sans difficulté. Il y a quand même eu un petit manque de communication venant, je pense personnellement, des deux parties, d'une certaine manière, surtout des assureurs qui peut-être ne voulaient pas effectivement utiliser les nouveaux barèmes que nous avons en place. Et nous, de notre côté, on se retrouve avec certains patients n'ayant pas l'information, un peu frustrés de le découvrir le jour de la consultation ou de l'acte qui doit être fait dans notre établissement. Je pense qu'on aurait pu faire un meilleur travail, en guillemets, de communication. Parce que vous savez que les consultations, il y a 50% qui va au médecin et il y a 50% qui va à la clinique. Donc, bien sûr, si au lieu de, si au lieu de 10 000, vous payez 15 000, donc au lieu d'avoir 5 000, le médecin aura 7 500. Donc, sur chaque consultation, il a 2 500 francs de plus. C'est pour le bien du médecin aussi. Les coûts des prestations sont passés du simple au double en fonction du type d'assurance maladie, des jours et heures de consultation. L'exemple avec les consultations du généraliste qui était à 12 000 francs passe à 15 000 francs, voire 20 000 francs. Celle du spécialiste de 14 000 francs oscille entre 17 500 et 25 000 francs. Des frais additionnels à la charge des bénéficiaires. Habituellement, on payait 2 400 francs pour la consultation avec mon assurance. Mais maintenant, je paye 4 400. En cours d'exercice, l'augmentation des tarifs nous oblige à faire supporter le surcoût aux mutualistes. Nous sommes engagés à travers une cotisation à payer un niveau de prestation selon des tarifs bien définis. Et en cours d'année, lorsque ces tarifs évoluent, nous avons l'obligation de rester à notre niveau et de faire supporter le surcoût aux mutualistes. Au niveau des assurances maladie, les contrats pris sont annuels, alors que les nouvelles tarifications entrent en vigueur le 1er juillet 2018. La décision remet en cause donc les accords en vigueur. Nous leur avons dit au demeurant qu'il sied de pouvoir suspendre jusqu'au moins au 1er janvier 2019 qui nous permettait d'écouler conformément à nos conventions, à nos polices, nos actes et nos engagements vis-à-vis de nos adhérents. Dans le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire conjointe de l'ACPCI et du SINAMEPSI, tenu en janvier dernier, il est mentionné pour application en 2019. Ce qui amène l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à suspendre cette mesure par communiqué. À la suite de l'annulation de la décision de revalorisation des barèmes tarifaires des actes médicaux, une séance de travail a eu lieu jeudi 9 août avec tous les acteurs au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle s'est soldée par la suspension de toute augmentation de tarifs des actes médicaux au grand bonheur des mutualistes et assureurs. Une autre rencontre est prévue dans les prochains jours avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle permettra de continuer les discussions en vue d'une solution définitive. C'était un reportage signé Ami Sissoko. 154 Ivoiriens clandestins, malheureux, candidats clandestins donc à l'immigration, ont regagné la mère patrie jeudi dernier de Libye. Un retour volontaire réussi grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et l'État de Côte d'Ivoire à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Isiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, en a profité pour faire le bilan de tous ces rapatriements volontaires. C'était au micro de nos reporters Ahmed Traoré et Herman Guivet. Chérif Tidiane Mohamed, anciennement élève en classe de 3e et habitant la commune de Port-Bouët, a dû abandonner ses études, faute de moyens financiers. Un an durant, il a vécu en Libye, en espérant rejoindre l'Europe par la mer. Une expérience qui n'a pas été à son goût, une expérience dont il garde un mauvais souvenir. En Libye, une fois de travailler, on ne paye pas. En Libye, quand tu travailles, l'argent que tu mets dans ta poche ne t'appartient pas toi seul. Si tu gagnes 1000 dinars, ça fait 100 000 francs CFA. Tu es obligé de mettre 1000 dinars encore dessus pour que ça puisse transférer au pays. Comme si tu payes 200 000 francs. Donc c'est mieux de travailler au pays. Ce que tu gagnes, c'est ça que tu bénéficies. Il fait partie des 154 personnes volontaires au rapatriement
dont l'avion vient juste de se poser sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Comme lui, tous ceux qui étaient de cette aventure en Libye sont heureux de retrouver leur terre natale. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, a saisi l'opportunité pour dresser le bilan des activités menées en faveur du rapatriement des immigrés clandestins. Un 13e vol avec 154 personnes à bord. Alors nous avons 132 hommes et puis 22 femmes. Et nous avons un cas assez dramatique, une jeune fille dont la mère était décédée, qu'on a pu retrouver. Donc le retracement familial est en cours. Les procédures vont se suivre avec l'OIM pour permettre de remettre la petite fille à sa famille. Donc c'est une opération qui se poursuit. Nous sommes aujourd'hui à 3749 personnes revenues sur 13 vols charter, le 6e de l'année 2018. C'est autant d'efforts qui sont faits par les partenaires internationaux et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour venir en appui à tous nos ressortissants qui se retrouvent en situation d'extrême détresse en Libye. Une somme de 165 000 francs et des denrées alimentaires ont été remis à chaque migrant par l'Organisation internationale de la migration OIM. Ils seront suivis en vue d'apprendre un métier pour se prendre en charge. Et pendant ce temps, les journalistes des régions du Cavally et du Guémont mettaient en forme une idée, un projet. Ils ont mis sur pied un bimensuel qui va faire la promotion des actions de développement de leur région et contribuer à la consolidation de la paix. Les Échos du Grand Ouest, c'est le nom du magazine d'information. Il a été lancé récemment en présence des filles et fils des dites régions. Le reportage d'Éric Goré dans un récit de Franck Quadio. Un bimensuel pour informer la Côte d'Ivoire et la diaspora ivoirienne. Les Échos du Grand Ouest est un magazine d'information qui s'installe dans le milieu de la presse ivoirienne. Il va s'intéresser aux informations du Grand Ouest, société, culture, religion, entre autres. À politique, les parutions du Grand Ouest seront consacrées aux actions de développement des régions du Cavally et du Guémont. Nous avons décidé de mettre un outil, un média qui pourrait booster toutes les actions de développement, entreprises et de cohésion sociale. En plus, ce bimensuel entend s'imposer comme un véritable lien entre les populations de ces régions. Ce projet rencontre déjà l'adhésion des populations. Nous qui sommes les grands muets, le journal vient maintenant pour parler de nous, pour parler de notre région, pour parler de la cohésion, pour parler aussi du développement. Je crois que c'est nous qui sommes comblés. Nous pensons que le journal, c'est le fer de lance de la communication de chez nous pour montrer un autre visage du Grand Ouest et inviter les fils du Grand Ouest en leur disant qu'il faut une certaine solidarité entre nous. Les Échos du Grand Ouest est distribué gratuitement et est tiré à plus de 5000 exemplaires. Et à présent, les échos du pays, tout le pays tout entier. Depuis le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire indépendante a 58 ans. L'anniversaire a été célébré aussi bien ici à Abidjan que sur tout le territoire national. Je vous fais revivre la célébration de l'an 58 dans quelques localités du pays. Et première destination, Bako. À Bako également, l'on a célébré le 58e anniversaire d'indépendance. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Alain Djedje s'est réjoui de la bonne entente entre les filles et fils de la localité. Il a souhaité pour les prochaines élections locales un climat apaisé. À propos de l'adresse du chef de l'État à la nation, le sous-préfet a salué l'homme de paix qu'est le président Alassane Ouattara. Dans la sous-préfecture d'Opouyo, département de Soubré, c'est la place publique de Niamagui qui abrite les festivités de l'an 58 de la Côte d'Ivoire. Salut aux couleurs, défilé militaire et civil avec notamment le passage des différentes associations socioprofessionnelles et des élèves. Le sous-préfet d'Opouyo, David Oucho, a salué les chefs traditionnels, les guides religieux, les responsables politiques et cadres pour leur engagement dans la paix et le développement de la localité. 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, Badika, à l'instar de tout le pays, vit la célébration. Le sous-préfet de la localité Kwadioka a, comme cela est de coutume, fait le bilan de la vie de Badika. La sous-préfecture se développe. Le soutien de l'État y est pour beaucoup. Mais l'effort des cadres avec à leur tête Traoré Seydou, directeur général du budget, est à souligner. Kwadioka a invité sa population à se mettre au travail.
Cette année, c'est le village de Kotieri qui a accueilli l'indépendance tournante dans la sous-préfecture de l'Ata, département de Korogo. Forte mobilisation des cadres et des 63 villages que compte la sous-préfecture. Dans son message, le sous-préfet de l'Ata a égrené le chapelet des nombreux projets réalisés par le gouvernement, mais également par certains cadres, afin de lutter contre la pauvreté. Dans le cadre du programme gouvernemental de scolarisation obligatoire, il a félicité le travail colossal abattu par le corps enseignant depuis quelques années et encouragé les parents à soutenir les actions du gouvernement. Aux jeunes, il a lancé un message à l'union, à l'entrepreneuriat et à la cohésion sociale. Thiero Thierry, bienvenue dans la sous-préfecture de Katogo, département de Mbengue, dans la région du Poro. Le village reçoit pour la première fois les 14 autres localités de la sous-préfecture. Tous les fils et toutes les filles ont effectué nombreux déplacements pour vivre l'événement. Danse, défilé, surtout décryptage du message livré la veille de l'indépendance par le chef de l'État aux Ivoiriens. Principale articulation, l'amnistie accordée aux 800 prisonniers et l'appel à la réconciliation. C'est ce même appel que le sous-préfet de Katogo, Michel Kwakukofi, a réitéré à l'endroit de l'ensemble des populations des 14 villages que compte la sous-préfecture. Vivre ensemble afin de donner une chance au développement local. À Komborodougou, Esson Kwame s'est largement prononcé sur le message du président de la République à la nation ivoirienne. Un acte qu'il a jugé fort pour la poursuite du processus de réconciliation nationale. Le sous-préfet de Komborodougou a encouragé les cadres à unir leurs forces afin de donner une chance au développement de leur sous-préfecture. Cette célébration du 58e anniversaire de l'indépendance a été marquée par un défilé des différentes forces de la sous-préfecture de Komborodougou dans le département de Korogo. C'est à Sokoura-là, sur la place publique, que les ressortissants de la sous-préfecture de Sandougou-Soba dans le département de Man ont célébré les 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Kantene Yao Martin, le fils sous-préfet de Sandougou-Soba, demande à ses concitoyens d'observer la discipline et de se mettre résolument au travail pour que dans un avenir proche, chaque fils et chaque fille aperçoivent l'éclosion du destin lumineux et prospère de Sandougou-Soba. Le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur à Saint-Fra, dans la région de la Marawi. Les populations ont exprimé leur attachement à la mère patrie. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, place au défilé des couches sociaux professionnelles. Le préfet du département de Saint-Fra, Lansina Fofana, a invité les populations à demeurer dans la dynamique de la réconciliation et de la paix, pilier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au Mali, le face-à-face du second tour de l'élection présidentielle opposera demain dimanche le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé, deux candidats qui ont eu du mal à fédérer, même au sein de la population. On ne peut pas vraiment dire que la campagne pour le second tour de la présidentielle malienne ait déchaîné les passions, surtout avec une seule journée de meeting la veille du week-end électoral. Au Mali, il faut le savoir, un président sortant n'a jamais perdu une élection. Et sur place au Mali, les candidats arrivés 3e et 4e au premier tour de la présidentielle ont refusé de donner des consignes de vote pour le second tour. L'homme d'affaires Aliou Diallo, crédité de 8,03% des suffrages le 29 juillet, et l'ancien premier ministre de transition Cheikh Modibo Diarra, 7,39%, ne participeront donc pas au large front démocratique de Soumaïla Cissé, ce qui semble être défavorable à l'opposant, largement distancé par le président sortant Ibeka. Sidonie Davila. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra refusent de donner des consignes de vote pour le doublé gagnant. Arrivé en 3e position au premier tour de la présidentielle avec 8,03% des voix, le candidat de l'Alliance démocratique pour la paix se félicite de sa première expérience dans l'aventure électorale. Même s'il n'accepte pas les résultats, il laisse le choix à ses militants de s'exprimer librement le 12 août prochain. Nous ne pouvons pas cautionner la continuité du mensonge, des irrégularités et de la fraude qui nous a empêchés d'arriver au second tour. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme il le souhaite au second tour de l'élection présidentielle. Classé en 4e position sur 24 candidats, avec un score de 7,39%, Cheikh Modibo Diarra, refusant également les résultats du premier tour, ne donne pas de consigne de vote pour le second. Lui a obtenu 0,54% des voix. Dr Amadoun Touré est à sa première participation de la présidentielle, porte-étendard de l'Alliance Kaïra. Il entend donner des consignes de vote seulement après avoir consulté sa base.
Ne pas donner des consignes aussi est un choix, c'est un mauvais choix. Comme je le disais, ne pas faire de la politique aussi est une politique, mais c'est une mauvaise politique. C'est quelqu'un d'autre qui fera le choix à votre place. Et donc, nous allons donner les consignes nécessaires. Et pour cela, je suis en train de débattre avec mon équipe de campagne et aussi nous le débattrons avec les différents candidats pour que certaines de nos idées soient maintenues dans le processus de mise en œuvre du pays. Nous ferons notre choix sur cette base-là. Et la porte n'est pas fermée du tout. Le 12 août prochain, Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, favoris du premier tour de la présidentielle, connaîtront leur sort dans la course pour Koulouba. Et vous le connaîtrez aussi, chers téléspectateurs, grâce à notre reporter sur place, Sidonie Davila. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur notre chaîne. Et je serai encore chez vous demain à 13h.